Heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, de Radio France Internationale, émission réalisée en partenariat avec notre confrère français Le Monde. L'invité aujourd'hui, Heri Rajaonarimampiane, merci de nous accueillir. Vous êtes de passage à Paris. Vous êtes le président de la République de Madagascar. Vous rentrez d'une tournée. Nous allons voir que votre pays est dans une situation très difficile, ça on le sait, que politiquement, votre rôle est complexe aussi, compte tenu de ce contexte politique. Nous allons vous interviewer avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale, Charlotte Bozonnet du Monde. Peut-être une première question. Quand tout est urgence dans votre pays, tout est urgence, où se situent les urgences? En tout cas, je vais d'abord vous remercier de cette émission et je salue tous les spectateurs qui suivent cette émission. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est urgence. Urgence sera mis avec un S au pluriel aujourd'hui parce qu'il faut parer à toutes ces urgences-là. Aujourd'hui, il faut voir le social, mais il faut voir aussi l'économique. Lorsque je parle de social, il y a l'aspect nutrition des femmes, des enfants, il y a l'éducation, il y a la santé maternelle et infantile aussi qui sont des urgences aujourd'hui. Donc il y a plusieurs urgences, plusieurs fronts. On va les voir, Monsieur le Président. Peut-être, avant de commencer notre entretien, petit rappel de la situation actuelle à Madagascar et des priorités, des enjeux qui sont les vôtres. Dans les rues d'Antananarive cette semaine, la nouvelle s'étale à la une des journaux. Le pays regagne la confiance du FMI, l'aide est officiellement de retour. Et ici, c'est presque un cadeau tombé du ciel. Je pense que ces aides sont une bénédiction pour le pays. Nous avons toujours eu des aides, mais malheureusement, ces aides n'arrivent pas au peuple. Le plus souvent, elles sont détournées par les dirigeants. Une bonne nouvelle pour ce pays, l'un des plus pauvres de la planète, privé depuis 5 ans de l'aide vitale de ses bailleurs de fonds. Depuis la prise du pouvoir par cet homme, Andry Rajoelina. En 2009, maire de la capitale, il accuse le président de l'époque, Ravalomanana, de corruption et de vouloir vendre le pays aux Sud-Coréens. Ces étrangers viennent alors d'obtenir une concession pour l'exploitation d'une grande partie des terres de l'île, révèle le Financial Times. 6 mois de contestation plus tard et une vingtaine de morts, le chef de l'État démissionne. Grâce à l'appui des militaires, Andry Rajoelina devient président de transition. Un coup de force synonyme de coup d'État pour une partie de la communauté internationale. Le pays est notamment écarté de l'OIF et de l'Union africaine. Fini les aides internationales, jusqu'alors 40% du budget de l'État. Conséquence, cette île de l'océan Indien, grande comme la France, et ses 22 millions d'habitants s'enfoncent dans la crise et un peu plus dans la pauvreté. Partout, des entreprises mettent la clé sous la porte et des centaines de milliers de Malgaches perdent leur emploi. En 2008, 7 Malgaches sur 10 vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont 9 sur 10 aujourd'hui à vivre avec moins de 2 $ par jour. À l'automne dernier, les électeurs malgaches portent au pouvoir Heri Rajaonarimampianina, le ministre des Finances d'Andry Rajoelina. Son poulain devient ainsi président d'un pays où tout reste à faire. Ensemble, nous porterons Madagascar sur les plus hautes marches de la croissance. Pour relancer l'économie, le tourisme, construire des routes et des infrastructures, Madagascar peut miser sur ses richesses naturelles et minières. Autre grande priorité, l'éducation, elle aussi en régression du fait de la crise politique. Selon l'UNICEF, un quart des enfants en âge d'aller à l'école primaire ne sont pas scolarisés. Alors, Monsieur le Président, vous êtes de passage à Paris, vous étiez jusqu'à ces derniers jours, vous êtes passé également aux États-Unis. Beaucoup de questions sur cette tournée et sur ce que vous en attendez. Comment se sont passées vos entrevues avec les autorités américaines, pour commencer? Elles se sont passées très bien. J'étais tout d'abord à New York pour rencontrer Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, pour Monsieur Ban Ki-moon et toute son équipe, pour faire un tour d'horizon sur le processus électoral qui s'est déroulé de manière paisible, dans toute la transparence qu'il a fallu, et de manière démocratique.
Donc le processus a été réalisé de manière positive. Ban Ki-moon, par exemple, a souligné qu'il était temps qu'il y ait de la stabilité dans votre pays. Il a également parlé d'une croissance éthique. Comment est-ce que vous avez pris cette réflexion de la part du secrétaire général de l'ONU? Une croissance éthique. Très faible. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça signifie que vous allez devoir mettre les bouchées doubles pour éliminer les problèmes de corruption, de trafic? Mais bien sûr, donc dans ma politique, je l'ai dit d'abord qu'il faut combattre la pauvreté avec une politique de développement durable et inclusif. Donc l'inclusivité, ça fait partie déjà de l'éthique. Donc il n'y a pas d'exclusion, mais tout le monde est appelé à cette œuvre de développement. Mais bien sûr, la base c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, revenir à l'état de droit, et c'est ça qui va permettre effectivement, comme vous le dites, de combattre la corruption qui est un des mâles qui ronge le pays, l'économie. Sur cette tournée, Charles Besonnet, d'autres questions? Peut-être vous avez rencontré également les représentants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Qu'est-ce que vous avez conclu de cette visite? Est-ce que l'aide va reprendre bientôt? C'était un des objectifs également de votre voyage aux États-Unis. Mais bien sûr, il y avait deux grandes institutions que j'ai pu rencontrer, c'est le Fonds monétaire international d'abord et la Banque mondiale ensuite. Le Fonds monétaire international a été déterminé pour apporter tout son appui à Madagascar. Vous savez très bien que le Fonds monétaire assure surtout la surveillance macroéconomique et financière d'un pays, mais là, il est vraiment déterminé à apporter un soutien financier d'urgence et mettre en place... Contre quoi? Contre des privatisations, par exemple, massives? Non, il n'y a pas de conditionnalité. On n'a pas discuté de conditionnalité. Et vous avez programmé ensemble le moment où viendront les inspecteurs du Fonds monétaire international? Les inspecteurs sont déjà venus à Madagascar il y a quelques semaines. Ils ont fait une évaluation de la situation. Vous êtes d'accord avec cette évaluation? Mais en tout cas, le plus important, c'est que s'ils ont accepté de me recevoir, c'est qu'ils ont eu une vision positive de la situation. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est cette détermination d'aller de l'avant, de mettre en place un financement d'urgence et mettre en place aussi par la suite un cadrage, si vous voulez, économique pour le moyen terme. Vous avez eu un accord, en tout cas de principe, sur la reprise de l'aide du Fonds monétaire international? Mais bien sûr, c'est déjà acquis. Et le plus important avec le Fonds monétaire international, c'est qu'il figure comme étant le leader, la figure de proue, si je puis m'exprimer ainsi, pour les autres bailleurs de fonds qui vont attendre le feu vert du Fonds monétaire international. Le fonds a donné le feu vert, il nous a envoyé une lettre la semaine dernière, comme quoi les relations avec le Fonds monétaire et Madagascar reviennent à la normalité, donc c'est très important. Les autres bailleurs vont être amenés aujourd'hui à rejoindre les rangs du Fonds monétaire. Sophie Malibo, RFI. Pour ce qui est des Américains, pour l'instant, vous n'avez pas de feu vert de la reprise de l'aide américaine? Mais l'aide américaine était déjà là, je veux dire, à travers l'USAID. Ça a été surtout concentré sur tout ce qui est social, humanitaire. Ce que j'ai demandé, c'est d'augmenter davantage cette aide. Aujourd'hui, la situation revient à la normale. La démocratie est en marche à Madagascar, puisque les élections On va en parler, Monsieur le Président. réalisées. Votre pays était sous sanctions internationales. On en voit le bout. Ces sanctions se lèvent une à une. Vous êtes réhabilité dans le concert international. Absolument. Il y a quelques mois, la SADC, qui était parmi les négociateurs et qui ont beaucoup contribué dans le cadre du processus, a levé les sanctions. L'Union africaine a levé les sanctions. Je serai invité dans le cadre du sommet
Afrique de l'Union européenne. On a discuté avec les autorités de l'Union Madagascar redevient elles sont prêtes à lever les sanctions. Et il y aura au mois d'août un sommet États-Unis-Afrique. Est-ce que vous pensez être présent lors de ce sommet aux États-Unis? J'espère être invité à ce sommet. On en avait parlé avec l'administration américaine. De toute façon, les invitations, semble-t-il, ne sont pas encore lancées pour tous les pays, quoi. Monsieur le Président, de passage à Paris, vous avez également rencontré Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que la France vous promet, au-delà d'une aide symbolique, d'une reconnaissance? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Quels sont les engagements de la France pour vous venir en aide? Vous savez, les relations entre la France et Madagascar est historique. Hein. Donc il est tout à fait normal que la France apporte son appui, comme tous les autres pays, peut-être même de manière substantielle, compte tenu de cette relation historique, pour la reconstruction de Madagascar. Ça d'accord, mais concrètement, Monsieur le Président, concrètement, est-ce que Laurent Fabius vous a dit on vous donne telle enveloppe, on vous accompagne de telle ou telle façon? Est-ce que vous avez des choses concrètes? Écoutez, les choses concrètes, ce sont les principes qui sont là. La France est présente aujourd'hui. Il y a des projets qui sont en cours. Juste pour vous dire qu'entre 2003 et 2011, le financement apporté par l'Agence française de développement à Madagascar s'élève à presque 300 millions d'euros qui sont affectés dans différents projets. Ces projets continuent, se poursuivent. Certains attendent justement le feu vert du Fonds monétaire international. Pour débloquer tout le reste. Il n'y avait pas eu de coupure au niveau des financements de la France. J'ai parlé tout à l'heure d'AFD, mais il y a aussi le financement apporté par le service de coopération et d'action culturelle française dans l'éducation, dans la promotion de la langue française, etc. Donc, ça veut dire que Madagascar redevient fréquentable au niveau international? Il a toujours été, mais je veux dire, ça c'est politique. Mais il y a eu une gouvernance déplorable, terrible, pendant bien des années, avec des putschs, des coups d'État, des choses de genre. Vous n'étiez plus à la table internationale, Monsieur le Président. Votre pays, pas vous-même, bien sûr. Écoutez, moi je regarde vers l'avenir. C'est moi Donc la page est tournée. Qui suis là aujourd'hui. Je peux vous dire que la page est tournée. On ne regardera pas en arrière, sauf si pour tirer des leçons les plus positives possibles. On va reconstruire le pays. Il y a encore des conditionnalités posées par vos partenaires pour la reprise. Par exemple, l'accord douanier américain qui vous permet d'exporter aux États-Unis, c'est très important. Vous avez obtenu des avancées de ce côté-là? Non, nous avons soumis notre souhait de reprendre cet accord qui s'appelle AGOA. Et il y a des procédures, il y a des délais, il y a des procédures. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est le retour de la démocratie avec un président démocratiquement élu, avec une reconnaissance de la communauté internationale, avec la levée des sanctions qui sont là. Moi, je crois, j'espère vraiment et de manière positive, que les Américains vont suivre. Et ça fait partie des conditions que vous posent vos partenaires, la nomination par exemple d'un gouvernement qui puisse être mis en place et qui puisse commencer l'ouverture, un gouvernement d'ouverture? Ce n'est pas véritablement une conditionnalité, mais ça fait partie quand même des enjeux. Les uns et les autres se suivent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention la situation à Madagascar. Donc, on a avancé, on avance encore, mais c'est vrai, il y a des petits obstacles, on attend, mais je pense que ce sont des problèmes qui vont être réglés. Peut-être pour poursuivre sur les questions plus politiques, comment vous expliquez qu'à l'heure actuelle, vous n'ayez toujours pas ni de gouvernement ni de Premier ministre? Il y a un gouvernement qui est là aujourd'hui, mais c'est pas le vôtre. C'est l'ancien gouvernement. C'est pas le mien, mais je lui ai quand même donné une autorité qui est ça fait quoi, 3 mois aujourd'hui. Ça fait 2 mois. Ouais. Ça fait 2 mois, moins de 2 mois. Aujourd'hui, il faut dire avec toute franchise qu'on est dans une logique de débat aujourd'hui. Parce qu'il y a un article tout au moins de la Constitution qui prête ambiguïté dans son interprétation. Donc, là, on nomme le Premier ministre dans le groupe parlementaire le plus important. Est-ce que vous savez qui vous allez nommer comme Premier ministre et à quelle échéance? Vous le savez? Qui vous avez envie de nommer? Je souhaiterais le nommer le plus rapidement possible. Et ce serait qui? Et qui ce sera quelqu'un normalement. Non, pas quelqu'un qui, Monsieur le Président. Qui, j'ai pas de nom aujourd'hui, mais j'ai le profil
ce sera quelqu'un tout au moins qui pourra travailler avec le président pour réaliser le programme du président, la vision du président, qui va épouser toute sa philosophie dans la réalisation de son programme. Vous n'êtes pas un politique vous-même. Ce sera un politique, ce ne sera pas un politique, ce Premier ministre? Ça peut être les deux. Hein. Donc, les politiciens sont nécessaires, les techniciens aussi. Moi, je pense que un bon dosage entre les deux serait vraiment un atout. Est-ce que c'est forcément un personnage nouveau ou est-ce que ça peut être un personnage ayant appartenu à la précédente administration? Non, ça peut être un personnage tout à fait nouveau. Hein. Ça peut être un personnage nouveau. Ça doit l'être? Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais il faut que, comme je vous dis, ça réponde à cet objectif que j'ai de vouloir sortir de ce pays de la pauvreté. Donc, il faut vraiment qu'on ait un Premier ministre qui ait cette étoffe-là. Le nom de l'ancien président, M. Radziwiłł, avait été avancé pour ce poste de Premier ministre. Il l'a finalement refusé. Quelle est votre relation aujourd'hui avec M. Radziwiłł? D'autant qu'il vous a critiqué vivement, Radziwiłł vous a critiqué vivement, je crois même qu'il a utilisé le terme de traître. Donc où en sont aujourd'hui les relations? Est-ce qu'il a un avenir dans le système politique à vos côtés? Bah, écoutez, il a dit ce qu'il a dit, il dira ce qu'il dira. Certes. Je pense que le plus important, c'est que c'est le peuple qui m'a choisi. Donc vous ne lui devez rien? C'est le peuple surtout, à mon avis, qui a choisi, c'est envers qui je suis redevable. Et c'est le plus important. Et c'est justement pour l'intérêt de ce peuple, de la majorité de la population malgache, que je suis là. Monsieur je suis le président des Malgaches, ça veut dire pas le président d'un parti. Ça veut dire que vous êtes un homme libre et vous ne vous sentez aucune dépendance par rapport aux hommes politiques malgaches d'hier. C'est ce que vous nous dites. Je suis libre, mais je considère quand même cet environnement-là. Je suis dans l'esprit de réconciliation nationale, donc je crois qu'il est important d'avoir un bon dosage entre toutes ces données-là pour bien bâtir l'avenir. Parce que si vous vous mettez un clan à dos dans sa totalité, et notamment ceux qui vous ont permis d'arriver au pouvoir, comment est-ce que vous allez pouvoir garantir la paix sociale? Mais justement, c'est pourquoi je vous dis que ça a pris un peu de temps, tout ça, parce qu'il faut négocier, il faut convaincre tout le monde d'aller ensemble, de l'avant, d'avoir une même vision d'avenir. Le pays a assez souffert de ces 50 années de crise, de pauvreté. Donc aujourd'hui, je suis en train de convaincre tout le monde. Je crois que je vais y arriver. Charlotte, pardon. Est-ce que vous pensez que les partisans de Andry Radziwiłł sont que vous pourriez parvenir à les mettre ensemble avec certains de leurs adversaires du passé, comme vous l'exprimiez dans votre discours d'investiture? Mais vous savez très bien que Andry Radziwiłł et ses partenaires devraient être mes alliés objectifs, mes alliés. Pourquoi ils ne sont pas? Pourquoi ils ne sont pas? Donc, moi, je pense que la politique, c'est comme ça. Mais je suis en train de travailler pour ramener tout le monde dans la même direction, dans la mesure du possible. Sinon, comme je vous ai dit, la population est derrière moi. Dans un instant, nous allons faire le point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5. Peut-être une question, comment en est-on arrivé là? Ces années, presque décennies de conflits, de putsch, de renversements, de mésalliances dont le peuple malgache fait les frais. Vous lui dites c'est fini ça? Pourquoi cette gouvernance incroyable? Je vais travailler pour que ces crises ne reviennent plus à Madagascar. Je sais qu'aujourd'hui, en analysant le passé, il y a eu beaucoup de blessures qui sont dues à des gouvernances politiques qui ont entraîné des clivages de toutes sortes au niveau social, au niveau économique, au niveau régional. C'est pourquoi aujourd'hui je parle de réconciliation pour rétablir un peu tout cela dans le bon ordre. Monsieur le Président, merci. On vous retrouve dans un instant après ce point d'actualité sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde. Retour dans l'International, vous êtes sur Radio France Internationale, les antennes mondiales de TV5 Monde, émission que nous réalisons avec le quotidien français, quotidien de référence, Le Monde. L'invité de cette émission aujourd'hui, Rajana Rimampian, merci d'être avec nous, d'avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président de la République de Madagascar. On vient de voir un point d'actualité
le tour du monde en quelque sorte, notamment ce qui se passe avec l'Ukraine, on a le sentiment que Madagascar a été un peu à l'écart de l'actualité mondiale, qu'on a presque oublié cette île compte tenu des difficultés desquelles elle ne sortait pas. Vous suivez cette actualité mondiale? Vous avez l'ambition de ramener Madagascar dans ce contexte mondial? Et bien sûr, je suis avec beaucoup d'intérêt le contexte international. C'est malheureux, hein, ce qui se passe un peu à travers le monde en écoutant tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais d'une manière générale, Madagascar sort d'une crise. Elle est préoccupée par cette crise aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne s'intéresse pas à l'actualité internationale, mais moi-même je demande à l'international de regarder vers nous pour nous appuyer. Et je pense que nous, on compatit avec tout le monde. Hein. On vient de parler des relations avec les États-Unis et la France. Sur qui comptez-vous aujourd'hui pour vous venir en aide? L'Afrique, par exemple, il y a une solidarité interafricaine? Oui, j'ai constaté ces derniers temps qu'il y a quand même une stratégie de l'unité de l'Union africaine, plus exactement, par rapport à cette évolution du monde au niveau du commerce international, au niveau des regroupements en zone économique. Donc l'Union africaine se prépare par rapport à ça pour les plusieurs dizaines d'années à venir. Et je pense que c'est important. Il faut que l'Afrique fasse bloc aujourd'hui. Fasse corps avec vous. Oui, bien évidemment. Et la francophonie, vous avez été suspendu pendant un certain temps de cette instance. Est-ce que vous êtes optimiste maintenant de retrouver les liens au sein de... Vous avez été reçu par le président Diouf, vous êtes réintégré? Mais bien sûr, donc nous sommes dedans et de toute façon, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'est Madagascar, nous sommes de la francophonie. Tout le reste, c'est politique, hein, mais on ne peut pas nous effacer ce que nous sommes en étant francophones. La francophonie, c'est un projet politique aussi, c'est un projet en matière de bonne gouvernance, par exemple. De valeur. Hein. Comment est-ce que vous répondez à ces exigences aujourd'hui? Quel est votre projet? C'est tout à fait dans nos objectifs, hein, et dans ma démarche, dans ma vision de mettre en place la bonne gouvernance. Lorsque je disais rétablir l'état de droit, l'autorité de l'État, c'est ça, la bonne gouvernance. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller un peu plus loin, mettre en place l'aspect sécuritaire, l'aspect de justice et combattre la corruption aussi. Mais Monsieur le Président, vous faites part de votre volonté d'aller de l'avant avec vos partenaires pour faire face aux défis de développement. Vous étiez ministre des Finances dans le précédent gouvernement. Quelle garantie donnez-vous à vos partenaires que c'est une ère nouvelle et que ce qui a pu se passer justement dans le passé, que ce soit les trafics ou les questions de corruption, soit aujourd'hui du domaine du passé? J'ai déjà donné l'exemple. Hein. On parlait de trafic de bois précieux, par exemple. Donc moi, mes premières mesures que j'ai prises, c'est de combattre à fond ce trafic-là. Donc c'est moi qui ai démontré cette volonté vis-à-vis de tout le monde, de tous les protagonistes, que ce soit la population, l'armée, la justice, les bailleurs de fonds aussi, qu'il faut aller de l'avant. Par exemple, pour le trafic de bois de rose, c'est un trafic qui génère des sommes vraiment très conséquentes et donc une véritable mafia qui s'est installée. Est-ce que vous allez aller jusqu'à débusquer les commanditaires, ceux qui récupèrent l'argent du trafic au plus haut niveau? Mais bien sûr, je pense que tous ceux qui sont impliqués dans le cadre de ce trafic devraient répondre de leurs actes. Justement, est-ce que vous allez juger les corrompus, les corrupteurs, ou est-ce que dans le cadre d'une amnistie, on tourne la page et on parle d'autre chose? J'ai déjà un peu annoncé ça dans mon discours. J'ai dit, sur le passé, moi je suis disposé à mettre un trait sur le passé. Mais par contre, à partir du y compris la corruption.
y compris la corruption, parce qu'il y avait déjà un processus d'amnistie qui a été mis en place avant mon élection. Donc ça, je ne peux pas remettre en question, ça a été déjà décidé, ça a été déjà mis en place. Donc j'ai dit, ce qui est fait est fait. Par contre, je suis là depuis le 25 janvier, donc je n'accepte pas qu'il y ait ce genre de situation qui pourrait entraîner une certaine impunité. Je crois qu'il faut bannir maintenant. Vous nous dites que c'est la fin de la corruption à Madagascar? Enfin, d'une corruption massive, pardon? La corruption, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, éliminer en un jour. C'est tout un processus, mais je pense que j'ai démontré d'abord ma détermination par rapport à cette lutte contre la corruption. On va mettre en place les structures, les institutions qui permettent d'atteindre cet objectif. Et je crois qu'il faut sensibiliser la population par rapport à ça. Et je crois que sur l'avenir, on va réduire massivement la corruption. Mais comment établir l'état de droit sur l'impunité? Vous êtes en train de nous dire, vous allez passer l'éponge, que tous les crimes, toutes les pratiques illégales commises jusqu'à présent vont rester impunis. Il faut faire la part des choses. Hein. Donc il y a des dossiers qui sont en cours, qui sont en train d'être tranchés, donc on les laisse faire. Mais moi je parle surtout d'impunité par rapport au nouveau dossier. Je n'accepte pas. On remet les compteurs à zéro, vous me dites. On va remettre les compteurs à zéro par rapport à ça, mais par contre, les dossiers qui sont en cours, ils sont en cours. Ça va? Vous parliez d'institutions à mettre en place. Il y a une justice à Madagascar. Est-ce que vous pensez créer des commissions ad hoc, par exemple, sur des dossiers précis? Quelle est l'architecture que vous... Oui, bien sûr. Il y aura des comités ad hoc par rapport à cela. Il y aura des juridictions spéciales même par rapport à cela pour trancher sur ces questions de trafic de tout genre. Donc tout est possible. Monsieur le Président, quand on regarde les indices socio-économiques, on jette un œil sur le passé, on constate qu'en 1960, il y a plus de 50 ans, les indices étaient meilleurs qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en un demi-siècle, votre pays est l'un des rares au monde à avoir régressé. Est-ce que votre peuple n'est pas désabusé en disant on s'en sortira jamais? C'est moins bien aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Oui, c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je me suis présenté. En ayant constaté ça, j'ai dit pourquoi on devrait être à cette situation-là. Je ne crois pas en la fatalité. Les hommes et les femmes de ce pays peuvent le redresser. D'ailleurs... En combien de temps, Monsieur le Président? Le plus rapidement possible. Le temps de votre mandat, c'est 5 ans. Vous pouvez avoir changé les choses au terme de votre mandat? Mais au moins, moi, je veux mettre les bases de cet avenir radieux que je souhaiterais pour le peuple malgache. Il y a un lien direct entre l'extrême pauvreté de la population, les gens qui ne mangent pas à leur faim, et justement le trafic, les commerces illégaux, parce que souvent les petites mains sont des gens qui sont très très peu rémunérés, et ce sont seulement les commanditaires qui empochent le gros de l'argent du trafic. Comment est-ce que vous allez faire pour d'un coup mettre fin à tous ces commerces qui font vivre des gens qui pour l'instant n'ont absolument rien écoutez, la pauvreté, c'est... est le résultat d'une répartition inégale des richesses. Donc il appartient à l'État de mettre en place une politique qui réduit et qui réduira ces inégalités sociales. Que ce soit au niveau de ce qu'on appelle les trafics, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle le secteur informel dont vous parlez. Mettons que 90% de la population gagne moins de 1 ou 2 dollars par mois. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'empêcher cette contrebande? Oui, bien sûr, on peut le faire. Moi, ma politique, c'est de ne pas... c'est pas en s'attaquant à ces contrebandes qu'on va enrichir tout de suite la majorité de la population. Non, il faut avoir une politique de développement, de croissance. Et une des grandes stratégies que je mets en place, c'est développer l'agriculture. Parce que 80% de la population malgache se trouve dans l'agriculture, vivent de l'agriculture. Donc moi, je vais redonner
à cette agriculture sa dimension qui permettrait à tous les producteurs d'avoir une vie meilleure. Augmenter la productivité agricole, appuyer les agriculteurs. Il appartient à l'État aujourd'hui de réaliser les grands travaux en matière d'infrastructures agricoles, les barrages, les canaux d'irrigation. Oui, en énergie, vous êtes très dépendant de l'international. Vous êtes très dépendant du pétrole, des cours du pétrole, etc. Vous n'êtes pas autosuffisant dans ce domaine-là. Bien sûr, mais comme beaucoup de pays. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment une contrainte qui va durer. Il faut qu'on arrive à développer l'économie, le pétrole étant un intrant. Je pense que tous les pays le subissent de la même manière. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs chiffrés sur la réduction de la pauvreté? Oui. D'une manière générale, si vous voulez, c'est de réduire d'abord cette pauvreté dans le cadre de programmes d'urgence. Ça, c'est important. C'est-à-dire créer des emplois, même si ce sont des emplois créés dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la haute intensité de main-d'œuvre, c'est créer de l'emploi d'abord. Donc ça permettra d'améliorer les conditions de vie de la population, dans la mesure du possible, dépasser de manière positive, c'est $1 par jour des habitants. Donc, dans un horizon de 1 an, lorsque je parlais d'agriculture, c'est de pouvoir redonner la possibilité d'autosuffisance alimentaire au pays et d'avoir un surplus qui permettra aux agriculteurs d'améliorer leurs conditions de vie. Ça, pour vous, pour l'État malgache, ça demande d'avoir un certain nombre de ressources financières. On voit que les investisseurs étrangers vont revenir sur l'île. Est-ce que vous avez la marge de manœuvre nécessaire pour définir un cadre rémunérateur pour l'État aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir imposer des règles fiscales, par exemple, qui puissent être intéressantes pour l'État malgache et pouvoir faire cette redistribution auprès de la population? Oui, je compte sur une contribution au niveau national, au niveau local, à travers l'amélioration du système fiscal, à travers, si vous voulez, un agrandissement de l'assiette fiscale, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre en compte que le taux de pression fiscale à Madagascar fait partie quand même des taux les plus bas en Afrique. Aujourd'hui, autour de entre 10 et 11%. Donc, on peut améliorer sans exagérer. Précisément, peut-être pour compléter la question de Charlotte, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Rajanarrimampian, est-ce que les investisseurs privés vont revenir massivement? Parce qu'on voit plus d'une décennie d'instabilité. Est-ce qu'ils vont être tentés de mettre des capitaux dans un système où il n'y a pas, on le disait tout à l'heure au début de l'émission, il n'y a pas encore de gouvernement, pas de Premier ministre, bref, une instabilité? Qu'est-ce que vous dites aux investisseurs qui peut-être nous écoutent pour dire c'est le moment de revenir à Madagascar? Et dans quel domaine? Écoutez, ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire un peu le tour, comme aux États-Unis, pour convaincre le VRP de votre île. Oui, pour convaincre tout le monde de se mettre autour d'une table. C'est ce que je souhaiterais mettre en place, une conférence des bailleurs ou des donateurs dans quelques mois. Il y a les bailleurs de fonds traditionnels, comme la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. Mais il y aura aussi les investisseurs privés que j'incite à venir à Madagascar. Ils ne sont pas inquiets du contexte économique, politique? Madagascar n'est pas plus mal qu'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de guerre, par exemple, à Madagascar. Il n'y a jamais eu de guerre. Non, mais à Madagascar. L'instabilité politique. Mais l'instabilité politique, on est là pour construire à partir de maintenant. Donc ça, c'est le plus important. Le message que je lance, c'est que nous sommes en train de bâtir. La démocratie est en marche. Une page est tournée. Les opportunités sont là. Et Madagascar, aujourd'hui, est une terre d'opportunités, comme partout ailleurs dans ces terres d'opportunités. Et voilà, il y a les ressources qui sont là. Venez aux investisseurs. Venez à Madagascar.
Dans une semaine, vous êtes de retour en Europe, vous venez à Bruxelles pour un sommet UE-Afrique. Qu'est-ce que vous attendez de cette échéance? Et déjà, est-ce que vous pensez arriver à Bruxelles en ayant déjà maintenant un Premier ministre, plus de 2 mois après votre arrivée au pouvoir? C'est ce que j'espère vraiment. Donc je vais travailler pour. On serait tenté de dire que ça ne dépend que de vous. J'ai une marge, ça dépend en partie de moi, mais comme je vous dis, j'ai essayé de convaincre tout le monde. Il y a aussi l'aspect légal qu'il faudrait respecter. Il y a l'aspect réconciliation nationale qu'il faudrait observer. Donc Sophie pose la question, est-ce que vous l'aurez Premier ministre quand vous reviendrez en Europe? Je l'espère bien. Je l'espère bien. Bon. Je vais faire tout mon possible pour y arriver. Et qu'est-ce que vous attendez de cette échéance? Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Vous devez rencontrer en marge de ce sommet, par exemple, le président français? Oui, bien sûr, c'est prévu que je le rencontre dans le cadre de ce sommet. Je vais rencontrer bien d'autres chefs d'État ou dirigeants. La présence de Madagascar, c'est déjà important d'abord, hein, à ces sommets. Pendant plusieurs années, on était pratiquement absent. Sous sanction, à l'écart. Voilà, sous sanction. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est là, on est présent et on participe comme tous les autres pays qui ont tous leurs droits dans le cadre de ces sommets-là. Et qu'est-ce que vous demanderez? Eh bien, dans le cadre de l'Union européenne, vous savez très bien que nous sommes partenaires de l'Union européenne et il y a déjà des dossiers qui ont été soumis, il y a déjà des accords qui ont été acceptés par l'Union européenne en matière de financement. C'est en cours de négociation. Moi, je demande encore à ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne nous soutienne davantage. Sur qui comptez-vous aujourd'hui? Quand vous êtes dans votre bureau, on le disait tout à l'heure, il y a des urgences de tous les côtés. Donc vous comptez sur les États-Unis, l'Union européenne, l'Afrique. Vous comptez sur qui d'autre? Je compte d'abord sur ma population qui est derrière moi. Je le regarde. C'est eux qui me donnent la force d'avancer. Et puis après, je me tourne vers tout le monde. Donc tout le monde est pour moi. Parce que le paradoxe, c'est que cette île est très riche, mais la population très pauvre. Ou en tout cas une richesse très mal répartie. Mais il y a du potentiel dans votre île. Oui, mais justement, je suis là avec cette population pour transformer cette soi-disant fatalité en comment dirais-je, un avenir qui permettrait à la population vraiment de prendre en main sa destinée. La population est un petit peu à bout de patience parce que ces 5 dernières années, la croissance était proche de 0. Il y a des phénomènes de violence qui se développent également. Est-ce que vous craignez ces phénomènes de violence, de délinquance qui éclatent par-ci par-là de temps en temps? Oui, ça existe comme ça peut exister un peu partout dans le monde. Mais la pauvreté favorise. Mais moi, je suis très confiant qu'avec les programmes que je mettrai en place, avec tout l'élan qu'il y a et que je sens au niveau du pays, au niveau international, je sens qu'on va décoller. Les grands systèmes sont aujourd'hui, pardon d'insister sur ce qui est perfectible, mais sont aujourd'hui dans une situation très fragile. La justice et notamment la santé, l'éducation. Qu'est-ce que vous dites lorsque vous êtes à Madagascar? Qu'est-ce que vous dites à cette population qui vous fait confiance pour qu'elle ne perde pas patience? Je leur dis que je vais créer des écoles. Les enfants qui sont en dehors des écoles, je vais les ramener à l'école. Je vais ouvrir les centres de santé qui sont fermés. Je vais mettre des médecins, des infirmiers là où il devrait y en avoir. Je vais apporter des médicaments, donc des soins. Je vais pourvoir la nutrition des enfants. Voilà. Avec qui, avec quels moyens, Monsieur le Président? Il y a des moyens au niveau national, mais il y a des moyens aussi au niveau international. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a la Banque mondiale qui est là, il y a l'Union européenne qui est là aujourd'hui et qui poursuivent leur financement dans ces domaines-là. Ils vont intensifier dans ces domaines précis sur les mois à venir, donc on va pouvoir bien travailler. Sophie Malébaud. Afin pour avoir un nouveau gouvernement et un nouveau Premier ministre, si l'impasse perdure, est-ce que vous envisagez éventuellement de faire appel à la médiation des églises chrétiennes malgaches qui ont un rôle politique, qui ont par le passé joué un rôle de médiateur? Est-ce que c'est envisageable? Je ne crois pas que ça va perdurer. Donc je reste très confiant. Il n'y aura pas de médiation? Il n'y aura pas besoin d'une médiation? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous ne pensez pas revoir de nouvelles réunions entre anciens présidents?
Non, Ce je n'est ne pas à crois l'ordre pas. du jour. Je ne crois pas. Non, oui, je suis confiant. Charlotte Besonnet, Le Monde. Monsieur le Président, un certain nombre de vos prédécesseurs ont fait des promesses aussi à la population malgache sur les questions de santé, d'éducation, de développement. Quelles sont les erreurs pour vous qui ont été commises dans le passé et que vous ne commettrez pas à nouveau sur un plan économique et qui peuvent garantir qu'aujourd'hui le développement sera assuré pour le plus grand nombre? Mais c'est là où je dis que le passé sert à tirer des leçons. Hein. Je prends par exemple au niveau social, lorsque mes prédécesseurs ont créé les centres de santé de base dans les régions, quelquefois dans les régions reculées, c'était de très bonnes stratégies et qui méritent vraiment d'être applaudies. Ce qui manquait, c'est de créer aussi une petite maison pour le médecin, pour l'infirmier. Donc, il y a des mesures d'accompagnement qui n'étaient pas là, et c'est ça que je vais compléter, tout au moins en ce qui concerne ce que je viens de vous dire. Vous n'êtes pas, on le disait au début de cet entretien, vous n'êtes pas vous-même, Monsieur le Président, un politique. C'est plutôt une chance par rapport à tout ce qui s'est passé depuis des années d'apparaître, en tout cas notamment pour nous, comme un homme neuf, même si vous avez été ministre du précédent gouvernement. Vous revendiquez le fait d'être un homme différent de tous les noms que l'on cite dans les coups d'État, renversements et autres putschs. Vous savez, hein, le fait d'être nouveau ou les nouveautés, c'est dans la tête et dans l'esprit. Hein. Et je crois que j'ai eu dans ma vie suffisamment de recul et dans mon cursus suffisamment de recul pour être conscient de ce dont a besoin mon pays et le peuple malgache. Avant d'arriver au pouvoir, il n'était pas totalement évident que vous soyez, que vous vous distanciez à ce point de votre prédécesseur Ange Radzoel. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette attitude ? C'est le destin. Vous allez en rire peut-être lorsque je dirai cela, mais c'est surtout cette prise de conscience, comme je viens de le dire, qu'à un moment ou à un autre de sa vie, les enfants de ce pays doivent se lever pour prendre des responsabilités. Mais vous étiez son ministre, vous étiez son ministre des Finances. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait se distancer de l'action qui était menée par le précédent gouvernement, le gouvernement de transition? Tout d'abord, je me suis présenté parce que j'étais un candidat de substitution de tout au moins deux candidats qui n'ont pas pu se présenter. Donc, c'est à partir de là que j'ai dû me forger toute cette vision que j'avais déjà, mais que j'ai mis en marche, mais de manière beaucoup plus structurée, pas nécessairement contre ou pour, mais je me dis, j'ai une vision, et maintenant il appartient à tout le monde que j'invite à s'aligner à cette vision. Monsieur Radzoel Mompiane, président de la République de Madagascar, merci de nous avoir accordé cet entretien. RFI Le Monde et ATV5. D'un mot, votre mandat est de 5 ans. Qu'est-ce qui aura changé? Vous dites au monde entier et à votre population, qu'est-ce qui aura changé, c'est sûr, à la fin de votre mandat? L'amélioration des conditions de vie de la population, l'économie qui va se développer. Je vais construire, je vais bâtir des infrastructures, je vais améliorer les conditions de santé au niveau d'éducation des femmes, des enfants. Mais en tout cas, je vais mettre en marche la vraie démocratie pour le pays. Ce ne sont pas des vœux pieux, hein, parce que je sais qu'aujourd'hui, et il faut le dire, il y a une volonté de la plupart des Malgaches d'aller de l'avant, de se donner la main, de véritablement tourner la page. Et c'est ça qui me donne de l'aile, si vous voulez, pour aller de l'avant et de dire que je suis certain qu'on va y arriver. Merci, Monsieur le Président. Nous vous souhaitons réussite dans ce projet que vous venez de effectivement développer sur les antennes de RFI de TV5 Monde, en liaison avec le journal Le Monde. Merci de nous avoir reçus à l'occasion de votre passage à Paris. C'est vous que je remercie. Merci.